Nous sommes au 5e siècle avant notre ère, dans la plaine fertile de Béotie, non loin de Thèbes. Le soleil éclaire les collines, et déjà des hommes se rassemblent. Ils ne sont pas des soldats professionnels, ce sont des citoyens, des paysans, des artisans. Mais chacun a apporté son armement, acheté à ses frais, un bouclier rond, en bois et bronze, un casque lourd, une lance de 2 mètres. Ces hommes vont former la phalange hoplitique, cette muraille humaine qui a marqué l'histoire de la guerre en Grèce. Mais la Grèce n'est pas seule. Au même moment, d'autres civilisations combattent selon leurs propres traditions. En Perse, les rois s'appuient sur des archers et une cavalerie innombrable. En Égypte, les pharaons mènent des chars rapides et légers. Et plus tard, à Rome, une nouvelle formation militaire, la Légion, bouleversera l'équilibre des batailles. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde des hoplites. Qui ils étaient, comment ils combattaient, quelles batailles ils ont vécues, et comment leurs adversaires et leurs héritiers ont façonné leur histoire. Pour comprendre les hoplites, il faut d'abord comprendre le monde grec. La Grèce antique n'est pas un royaume unifié, c'est un ensemble de cités appelées polis. Athènes, Sparte, Thèbes, Corinthe, chacune est indépendante, avec ses lois, ses dieux protecteurs et ses rivalités. Mais toutes partagent une même langue, une même culture et une même manière de penser la guerre. Chaque citoyen doit défendre sa cité. C'est dans ce contexte qu'apparaît, vers le 8e siècle avant notre ère, une nouvelle façon de combattre. Jusque-là, les guerres se menaient surtout avec des aristocrates à cheval ou des guerriers isolés. Mais progressivement, la cité met en avant l'infanterie lourde, des hommes équipés de boucliers, casques, lances, rangés en formation serrée. On les appellera les hoplites, d'après le mot hoplon, qui désigne leurs grands boucliers. Cette transformation n'est pas seulement militaire, elle est politique et sociale. Pour être hoplite, il fallait financer son équipement. Pas question de laisser les plus pauvres combattre ainsi. En revanche, l'hoplite est au cœur de la cité. Il est citoyen, il a des droits, mais aussi des devoirs. Défendre sa communauté est le premier d'entre eux. Comparons un instant. En Égypte ou en Assyrie, à la même époque, les armées sont surtout composées de soldats au service du roi. Ce sont des sujets, pas des citoyens. En Grèce, au contraire, chaque homme qui se place dans la phalange le fait comme membre de sa cité. Cela change tout. Le combat n'est pas seulement une affaire de roi, c'est une affaire collective. C'est ainsi que naît la phalange hoplitique, une armée de citoyens soldats soudés par leur équipement, leur rang et leurs devoirs envers la cité. La pièce la plus emblématique est le grand bouclier rond, appelé aspis. Contrairement à ce qu'on croit souvent, hoplon ne désigne pas le bouclier, mais l'ensemble de l'équipement. L'aspis mesure environ 90 cm de diamètre et pèse entre 7 et 8 kg. Imaginez, c'est comme si vous deviez tenir d'un seul bras un pack de bouteilles d'eau d'1,5 litre et le garder en l'air pendant des heures. Vient ensuite la lance, le dori, 2 à 3 mètres de long, avec sa pointe de fer à l'avant et à l'arrière un talon métallique, le soroté. Ce contrepoids servait à équilibrer l'arme, mais pouvait aussi achever un ennemi tombé au sol. Une arme simple mais redoutable. L'armure, elle, variait beaucoup selon la richesse du soldat. Les plus aisés pouvaient s'offrir une lourde cuirasse de bronze. La majorité portait plutôt un linothorax, une armure de lin durcie, plus légère mais étonnamment résistante. Ils ajoutaient des cnémides, des protèges tibias en bronze et surtout le fameux casque corinthien, ce casque fermé qui réduisait le champ de vision et étouffait la respiration. Au total, un hoplite portait entre 20 et 30 kg d'équipement. C'est l'équivalent d'un sac de randonnée bien chargé, mais réparti de façon beaucoup moins confortable. De quoi protéger, certes, mais aussi de quoi épuiser rapidement. Et il ne faut pas oublier que tout cela avait un prix. À Athènes, seuls les citoyens de la classe moyenne, les Eugitae, pouvaient s'offrir ce matériel. Les plus riches servaient parfois à cheval. Les plus pauvres, eux, étaient rameurs ou combattants légers. Et oui, tout le monde ne pouvait pas se payer le luxe d'être hoplite. Pour vous donner une idée, une panoplie complète pouvait coûter entre 50 et 100 drachmes. À titre de comparaison, un ouvrier pouvait gagner environ 1 drachme par jour. Cela montre bien l'écart entre les classes et pourquoi seuls certains citoyens pouvaient être hoplites. Imaginez maintenant, vous portez votre bouclier, le bras tremble un peu sous l'effort. Le casque étouffe vos sens, l'air devient chaud, presque irrespirable. Et autour de vous, vos camarades se serrent, épaule contre épaule. Dans la phalange, vous n'êtes plus un individu. Vous êtes un maillon dans une chaîne, un mur de métal et de chair. Et ce mur doit rester soudé, quoi qu'il arrive. Avant même que la bataille ne commence, vous sentez déjà le poids de votre rôle. Cet équipement, cette discipline, c'est ce qui fait la force des hoplites. Et c'est ce qui permet à la phalange de tenir face à des ennemis parfois bien plus nombreux. C'est ici qu'ils vont mourir! Soyez dignes de ces boucliers!
Devenir hoplite n'était pas seulement une question de force ou d'équipement, c'était un statut social. Seuls les citoyens capables de s'équiper correctement pouvaient prétendre à ce rôle. Dans la plupart des cités, être hoplite signifiait appartenir à la classe moyenne ou supérieure. Mais attention, être hoplite, ce n'était pas juste porter une armure et une lance. Cela impliquait une discipline quotidienne, un engagement envers sa cité et envers ses camarades de combat. Les hoplites formaient en le cœur de l'armée grecque, mais ce n'étaient pas les seuls. Les armées comprenaient aussi des soldats légers, les psiloi, armés d'arcs ou de frondes, et parfois des cavaliers. Chacune de ces catégories avait son rôle. Les hoplites tenaient la ligne, les psiloi harcelèrent l'ennemi, et les cavaliers exploitèrent les ouvertures. Et oui, la guerre grecque n'était pas un simple corps à corps, c'était une organisation complexe, presque comme un échiquier vivant. Le rôle du hoplite dépassait le simple champ de bataille. Dans certaines cités, comme Sparte, le soldat commençait son entraînement dès l'enfance. À Athènes, il s'agissait aussi de défendre la cité, mais tout en participant à la vie civile. En pratique, être hoplite, c'était se préparer à mourir pour sa cité, tout en sachant que votre rang social vous donnait ce privilège. Les pauvres, eux, combattaient d'autres manières ou ne combattaient pas du tout. Et il ne faut pas oublier la camaraderie qui se créait dans la phalange. Ces hommes se connaissaient bien, partageaient entraînement, repas et souffrances. Chaque bouclier était appuyé contre celui d'un camarade. Si un homme tombait, il risquait de créer une brèche dans la ligne et mettre tous les autres en danger. Fermez les yeux un instant. Vous êtes pris dans une masse compacte. L'odeur du bronze chauffé par le soleil vous envahit. Vos doigts crispés sur le bois du bouclier deviennent douloureux. Autour de vous, ça hurle, ça résonne. Mais vous n'avez pas le droit de bouger en désordre. La moindre faille, le moindre relâchement, et c'est toute la ligne qui s'effondre. Les hoplites n'étaient donc pas seulement des guerriers. Ils étaient le symbole de l'identité civique, de l'engagement pour leur cité et de la hiérarchie sociale. Leur rôle, à la fois militaire et citoyen, faisait d'eux le pilier de la civilisation grecque classique. Vous avez sûrement déjà vu un échantillon de ce que pouvait être une bataille grecque au cinéma. Le film 300, par exemple, a marqué les esprits avec ses Spartiates en cape rouge, serrés dans une cohorte de lances et de boucliers, figés dans la poussière et les cris face aux innombrables troupes perses. C'est spectaculaire, stylisé, parfois exagéré, mais au fond, ça donne une petite idée de ce qu'était une phalange hoplitique en action. Et justement, parlons-en de ces batailles, parce que en fait, derrière les images hollywoodiennes, il y a des faits historiques qui sont tout aussi impressionnants, parfois même plus. Prenez la bataille de Marathon, en 490 avant notre ère. Les Athéniens, environ 10 000 hoplites, soutenus par un millier de Platéens, se retrouvent face à une armée perse de près de 25 000 hommes, dont beaucoup d'archers et de cavaliers. Dans les films, on insiste sur le courage, les charges héroïques. Mais là, c'est réel. Les Athéniens ont chargé en courant sur près de 1,5 km pour éviter de se faire cribler de flèches. Visualisez, casque en bronze, bouclier de 8 kg sur le bras, lance en main, et vous courez sur plus d'1 kilomètre pour foncer droit dans l'ennemi. Dans 300, on retrouve un peu cette idée de choc frontal, mais la vraie bataille a été encore plus brutale. Un impact massif, des boucliers qui claquent, et des Perses balayés. Bilan ? En gros, 6400 morts perses contre seulement 192 Athéniens. 10 ans plus tard, aux Thermopyles. Là, c'est sûr que le film 300 a marqué les mémoires. Et pour une fois, l'idée générale est assez proche. Un petit groupe de Grecs, dont les fameux 300 Spartiates, tient un étroit passage face à l'armée gigantesque de Xerxès. En vrai, il n'était pas seul. Il y avait aussi environ 700 Thespiens et 400 Thébains, plus d'autres alliés grecs au départ. Mais l'image est juste. Tant que la phalange tenait le passage, personne ne passait. Dans le film, on voit des duels stylisés. En réalité, c'était un mur compact, un bloc humain. Et quand le passage a été contourné par traîtrise, Léonidas et ses hommes ne sont pas partis en charge héroïque. Ils sont restés debout, conscients qu'ils allaient mourir sur place. 1 an plus tard, à Platée, en 479. Là, on change complètement d'échelle. Ce n'est pas quelques centaines de soldats, mais plus de 30 000 hoplites grecs venus de dizaines de cités, soutenus par environ 70 000 troupes légères. En face, les Perses ont des forces encore plus nombreuses. Visualisez cette masse, des kilomètres de lignes de boucliers et de lances. Quand la phalange grecque avance, c'est comme une vague de bronze qui écrase tout sur son passage. Dans le film Alexander, certaines scènes de bataille rangées donnent une idée visuelle. Mais la phalange grecque était bien plus disciplinée, une véritable machine de guerre.
C'est sûr que la comparaison avec les Perses est fascinante. Les Perses misaient sur la mobilité, la cavalerie, les archers qui pouvaient tirer des nuées de flèches. Les Grecs, eux, avaient fait un autre pari, la cohésion, la discipline et le choc frontal. En gros, c'est comme si vous opposiez une armée légère et rapide à une division de blindés lourds. Et parfois, c'est la discipline rigide qui l'emportait. Mais attention, les hoplites n'étaient pas invincibles. Face aux Macédoniens de Philippe II et d'Alexandre le Grand, la phalange classique a montré ses limites. Les Macédoniens avaient inventé la sarisse, une lance gigantesque de 4 à 6 mètres, qui permettait de frapper bien avant que l'ennemi n'arrive à portée. Et là, ce n'était plus la même histoire. La tactique et la technologie changeaient les règles du jeu. Alors, imaginez-vous, visualisez la poussière qui s'élève, le sol qui tremble sous des milliers de pas, la sueur qui coule dans vos yeux sous le casque de bronze. Vous êtes écrasé contre vos camarades, si proches que vous sentez leur souffle. Chaque pas est un effort, chaque choc est un danger. Et vous savez que si vous craquez, ce n'est pas seulement vous qui mourrez, mais peut-être votre frère, votre voisin, votre ami. Alors vous poussez, vous tenez, parce que la cité entière compte sur vous. Voilà la vraie différence avec ce que nous montrent les films. Ce n'était pas une affaire de héros isolés, mais une expérience collective. Et c'est ce qui fait que, plus de 2000 ans plus tard, on parle encore de ces hommes et de leur bataille. C'est sûr que les hoplites n'étaient pas juste des soldats comme les autres. Leur phalange, cette formation serrée, c'était plus qu'une tactique, c'était une véritable école de discipline. Dans le fond, ça ressemblait presque à un corps de métier où chacun a une fonction vitale. Un exemple moderne, les CRS. Quand ils avancent en formation de bouclier pour contenir une foule, chacun doit tenir sa place. Si un seul lâche, tout le dispositif s'écroule. Les hoplites, c'était pareil, si l'un perd sa position, toute la ligne devient vulnérable. Et puis, il y a cette idée de confiance absolue, un peu comme une cordée d'alpinistes dans les Alpes. Chacun est relié aux autres, un seul faux pas peut faire tomber tout le groupe. Dans la phalange, c'est le même principe, mais avec des vies en jeu à chaque choc. L'entraînement reflétait cette exigence. À Sparte, les garçons entraient dans l'agogé dès 7 ans. Oui, 7 ans. On les arrachait littéralement à leur famille pour les placer dans des dortoirs collectifs. Fini le confort, place à la vie militaire. La scène du film 300 où Léonidas affronte un loup dans la neige, spectaculaire, mais largement romancée. En vrai, les jeunes Spartiates ne partaient pas seuls affronter des bêtes sauvages. Par contre, on leur imposait des épreuves de survie bien réelles. Apprendre à se débrouiller avec très peu de nourriture, voler s'il le fallait, mais sans se faire attraper. S'ils étaient pris, ils recevaient des coups, non pas pour avoir volé, mais pour avoir échoué. L'entraînement était brutal. Les garçons vivaient presque nus, marchaient pieds nus même en hiver. On les habituait à encaisser la douleur, parfois à coups de fouet, lors de cérémonies publiques, pour tester leur endurance. Imaginez un peu, on jugeait leur courage au fait de ne pas crier sous la douleur. À côté de ça, il y avait aussi la formation militaire pure. On leur apprenait à manier les armes, à se battre à main nue, à chanter des chants guerriers en cadence. Tout était fait pour créer des soldats disciplinés, prêts à tenir leur rang dans la phalange. Et il ne faut pas croire que tout ça forgeait seulement des corps. C'était aussi une école de loyauté absolue envers l'État. L'agogé transformait chaque garçon en un rouage de la machine spartiate, où l'individu comptait peu, mais la cité comptait tout. À Athènes, c'était différent. Les futurs hoplites suivaient l'éphébie, une formation militaire d'environ 2 ans, entre 18 et 20 ans. Moins rude que l'entraînement spartiate, mais toujours centré sur la discipline collective. On leur apprenait à marcher au pas, à manœuvrer en phalange, à obéir aux signaux. En vrai, nos athlètes actuels passeraient pour de petits joueurs à côté de leur entraînement physique, qui était extrêmement varié et rigoureux. Bah oui, pour eux, pas de jour off, c'est une vraie mise en condition physique et morale. Course et endurance. Courir sur des terrains difficiles pour développer force et résistance. Lutte et pugilat. Pour apprendre à se battre au corps à corps, gérer sa force et anticiper les mouvements de l'adversaire. Port de charges lourdes, transporter des pierres, des troncs et parfois des équipements militaires pour simuler le poids de l'armure et des armes. Natation et escalade. Exercices pour améliorer l'agilité et la confiance en soi. Chasse et survie en nature. Trouver de la nourriture, se déplacer discrètement, rester silencieux tout en renforçant le corps et l'esprit. Tous ces exercices n'étaient pas juste pour devenir des soldats. Ils formaient aussi des citoyens disciplinés et endurants, capables de résister aux difficultés de la vie spartiate. Ça saute aux yeux, les jeunes Spartiates, eux, subissaient une épreuve physique et mentale presque constante, bien plus exigeante que ce que la plupart des athlètes modernes peuvent endurer. Endurance, combat rapproché, privation, marche forcée. Leur quotidien forgeait un corps et un esprit d'acier. Donc si on veut vraiment comparer pour l'image, nos sportifs d'élite, avec toutes leurs techniques, vitesse et puissance, n'atteindraient jamais ce niveau de résistance pure, même s'ils excellent dans la performance maximale et la précision. Bon, on l'a bien compris. Le hoplite, ce n'est pas un guerrier sorti d'une légende mythologique. Et surtout, il n'était pas identique d'une cité à l'autre.
Chaque ville grecque avait sa propre signature, ses emblèmes, ses coutumes, ses spécialités militaires. Comme si chaque cité sculptait son propre style de combat, à son image. À Athènes, par exemple, on trouvait des combattants qui savaient manier la lance, mais aussi la rame. C'était la cité des marins, des commerçants, des artisans, et même des philosophes qui, une fois l'armure posée, débattaient à l'agora. Leur vrai atout ? Une flotte de trières rapides comme des flèches, qui allait dominer les mers jusqu'après Salamine. Imagine un long bateau de guerre en bois, profil bas, fuselé comme une flèche. À l'avant, un énorme bélier en bronze, prêt à percer les coques ennemies. Sur les côtés, 3 rangs de rameurs superposés, plus de 170 types qui rament comme des fous pour filer à toute vitesse. Sur le pont, quelques hoplites et archers, et des tailles qui tuent. Des yeux peints à la proue, comme si le navire avait une âme. Pas étonnant que les Perses aient eu la trouille. La trière, c'était la Formule 1 de l'époque. Et sur leur bouclier, la chouette d'Athéna, symbole de sagesse, encore de gros yeux, ronds, noirs, bien intimidants, fixés sur les adversaires en pleine bataille. C'est à Athènes qu'on a inventé une forme de démocratie où les citoyens prenaient la parole en assemblée. Alors oui, pas de votes en ligne, mais c'est un peu l'ancêtre de nos débats politiques modernes. À Sparte, c'est une autre ambiance. Ici, pas de distraction, pas de demi-mesure. Toute la vie tournait autour de la guerre. La phalange spartiate, c'était la version extrême. Cap rouge, grand bouclier marqué du lambda de Lacédémone qui représente l'unité et la détermination des citoyens soldats de Sparte. Et une discipline de fer forgée dès l'enfance. Affronter ça, c'était comme charger contre un mur vivant. Les Spartiates étaient connus pour répondre avec des phrases courtes, sèches et bien placées. Un style qu'on appelle laconique, que l'on peut qualifier par l'inverse de loquace. Aujourd'hui encore, quand quelqu'un balance une punchline ultra brève, il reprend un peu leur esprit. Et puis, Thèbes, moins connu aujourd'hui mais redoutable à son époque. Leur arme secrète, le bataillon sacré, 300 hoplites liés par une loyauté absolue et des liens parfois très intimes. Résultat, une cohésion inégalée qui leur a permis de faire tomber même les Spartiates à l'Euctre. Comme quoi, la puissance brute ne fait pas toujours le poids. Cette idée d'un groupe de combattants liés par l'amitié, ou plus, a inspiré plus tard des récits modernes, un peu comme une première version des fraternités d'armes qu'on retrouve encore dans nos histoires de guerre ou dans certaines sagas de fantasy. Du côté de Corinthe, on retrouve encore la mer comme terrain de jeu. Placée sur l'isthme, la cité contrôlait les routes commerciales et possédait une flotte solide, même avant Athènes. Leurs hoplites, souvent riches, bien équipés, avec un symbole qui claque, Pégase, le cheval ailé, sur leur bouclier. De quoi impressionner autant les alliés que les ennemis. Corinthe était aussi réputée pour ses poteries. Et certaines techniques décoratives de la céramique corinthienne sont encore étudiées dans les écoles d'art actuelles. Comme quoi, ces guerriers savaient aussi laisser des traces élégantes. Et n'oublions pas les cités insulaires, comme Rhodes ou les Ioniens. Moins de gros bataillons terrestres, mais des marins hors pair et des frondeurs légendaires. À Rhodes, on disait que certains pouvaient toucher une pièce de monnaie à distance, des snipers de l'ancien temps. Rhodes est aussi célèbre pour son colosse, l'une des 7 merveilles du monde antique. Une statue gigantesque qui a inspiré bien plus tard la Statue de la Liberté à New York. Impressionnant pour une petite île. Bref, les hoplites, ce n'était pas une armée uniforme, c'était une mosaïque. Chaque cité avec sa culture, ses couleurs, ses symboles et ses tactiques. Une diversité qui faisait à la fois leur richesse et parfois leur division. Mais c'est ça qui donne au monde grec son parfum unique. Bon, on arrive au bout, mais tu vois bien que les Grecs, ce n'étaient pas juste des gars avec des boucliers, des gros bras et une rage de vaincre. C'était tout un monde bourré de rivalité, de fierté et d'inventions qui nous parlent encore aujourd'hui. Et si tu veux qu'on continue ce genre de voyage ensemble, tu connais la chanson. Abonne-toi, laisse un pouce bleu et reviens pour la suite de nos histoires.